entretien avec quelqu'un qui, comme nous, s'intéresse à la grande mode. Et s'est intéressé à la grande mode avant que la grande mode reçoit le label patrimoine du XXe siècle. Donc, ça fait quelques années qu'il s'y intéresse. Et donc, il est venu faire un tournage à la grande mode pour la chaîne parlementaire il y a 2 ans. Et donc, on s'est rencontrés à cette occasion-là. Moi, je menais à ce moment-là un travail avec l'école élémentaire de la grande mode. Et Julien voulait filmer les enfants en train de dessiner. Il se trouve que ce jour-là est déluge. Donc, on n'a pas pu sortir. Le maire nous a accueillis dans la salle du conseil municipal. Mais bon, les enfants ne sont pas apparus dans l'émission. Mais bon, ça a été en tout cas pour nous l'occasion de nous rencontrer. Et puis il se trouve que Julien est un passionné d'architecture et qu'il a réalisé de nombreux courts-métrages sur l'architecture. On peut vous en parler. Moi j'ai été amené en fait à filmer l'architecture un peu par hasard. Enfin, c'est-à-dire que d'abord ce qui m'intéressait c'était. J'ai commencé à faire des films par la fiction, mais l'architecture est arrivée grâce à la photo. En fait, ce qui m'intéressait dans le fait de filmer ou de photographier, c'était justement de capturer à un moment donné quelque chose. L'architecture, forcément, est apparue assez rapidement. Ce qui m'intéressait, c'était de raconter aussi pourquoi, à travers la photographie et à travers des films, pourquoi des choses sont là, qu'on ne regarde pas ou qu'on regarde peu, ou en tout cas souvent qu'on regarde mal. Et mon regard à travers l'architecture a évolué, c'est-à-dire que moi ce qui m'intéressait au début c'était une trace du passé. Donc finalement l'architecture moderne c'était un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que le passé était avant l'architecture moderne. Et l'architecture moderne venait détruire finalement voilà, une sorte de passé. Pendant que je commençais à travailler sur différents films, parce que moi j'en faisais comme réalisateur et puis je continuais avec un ami comme assistant. Et on a dû faire une série pour France 5 où il y avait 3 portraits d'architectes, enfin 4. Alors, on avait commencé par Claude Parent, ensuite Ricardo Bofill, Jean Nouvel. Et ensuite, le réalisateur s'est fait virer pour le dernier. C'est moi qui finis le film en réalisant le dernier en Israël sur un architecte israélien. Mais ce que j'ai appris en voyant ça, surtout en rencontrant Claude Parent la première fois, c'est que j'ai eu ce que j'avais jamais eu avant. En fait, un choc, vraiment un choc en voyant Sainte-Bernadette des Banlais à Nevers, l'église de Claude Parent. Et là, comme je crois qu'en peinture ou même dans les films, dans tous les arts, il y a un moment qui déclenche, une rencontre qui déclenche quelque chose. Là, j'ai eu vraiment l'impression de dire, pour la première fois, qu'on peut faire des choses différemment, des choses avec une forme de violence pour ce bâtiment-là, mais qui va, voilà, qui moi m'a touché. Du coup, quand le film s'est fini, évidemment, la partie sur le portrait de Claude Parent était une toute petite partie. Et je me suis dit, un jour, il faudrait que je retourne ici faire un film que sur cette église, parce que c'était la chose la plus intéressante que j'avais vue avec Claude Parent dans mon... Voilà, pour commencer. Ensuite, finalement, en étant confronté au désir de vouloir filmer cette architecture-là, j'ai dû comprendre plusieurs choses peu à peu dans le fait de filmer de l'architecture. D'abord, je détestais, il y avait très peu de choses qui se faisaient, qui me plaisaient. C'est-à-dire qu'on essayait de trouver une manière légère de filmer de l'architecture. On employait souvent, d'ailleurs, des grands angles. On prend un grand angle pour montrer que l'endroit est grand. On appelle des bulles, c'est-à-dire qu'on commence à regarder de côté. La caméra bouge dans tous les sens. On essaye de faire en sorte que ce soit attractif parce que l'architecture ne serait pas attractive. Il y a toujours une excuse à se dire, oui, on est désolé, on filme de l'architecture, mais il va falloir qu'on le fasse de manière rigolote. Et ça, moi, évidemment, ça m'énervait au plus haut point. Et il y avait très peu de choses qui se faisaient, alors qu'en matière photographique,
pas du tout, mais dans les films, il y avait très peu de choses qui se faisaient. Il y avait quand même cette série sur Arte qui s'appelle Architecture, qui existe depuis la fin des années 80, et qui était la seule chose intéressante, qui était tellement intéressante que ça empêchait finalement de faire d'autres choses, parce que les gens disaient, ah ben, je crois, dans les chaînes par exemple, oui, mais il y a déjà Architecture, pas besoin de... Ce qui est faux, enfin, ouais, il y a ça, c'est une grande série, mais il fallait s'améliorer. Moi, quand j'ai fait le film sur... Alors, je passerai un extrait tout à l'heure, le film sur l'église. Je ne me suis pas du tout inspiré de la manière de filmer qu'on fait sur Arte avec cette série-là, sauf que la manière dont j'avais envie de montrer ce bâtiment, il se trouve que c'était assez proche de ce qui se faisait de la série de Richard Coppens et de Stan Lee. Ce qui m'a d'ailleurs fait les rencontrer, je les ai rencontrés assez rapidement, et puis au bout d'un moment, ils se sont dit, il faut que tu fasses un des films de la série. Donc j'ai fait le film sur le Guggenheim de Bilbao. Et là, évidemment, pour la première fois, je travaillais avec une contrainte. C'est-à-dire le film que j'avais fait en Israël sur cet architecte, quand je suis parti là-bas, je n'avais même pas vu une image de ce qu'il faisait. Parce que c'était en 99, je n'avais pas Internet, et de toute façon, il n'y avait presque rien sur lui. Du coup, je prenais l'avion en me disant, il faut que je revienne avec un film de 52 minutes sur un type, je ne sais même pas ce qu'il a fait, je ne sais même pas qui il est. Donc j'angoissais un peu, mais disons que j'avais absolument aucune contrainte. Là, j'arrivais dans une série qui existait depuis presque 15 ans. Moi, je me sentais assez à l'aise dedans, parce que c'est quand même des choses qui sont assez rigides, qui sont mises en place dedans. Mais quand même, il y avait déjà beaucoup plus de contraintes. La première contrainte, c'était quand, et moi j'étais d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'on n'allait pas filmer l'architecture de manière baroque, mais que de toute façon, c'est ce que j'avais fait aussi sur les films sur l'église, c'est-à-dire que je n'ai filmé l'église que ou en travelling, c'est-à-dire en me déplaçant et en changeant d'axe tout le temps, ou alors en plan fixe. Je n'ai jamais filmé l'architecture avec un panorama. Le mouvement était quelque chose d'important dès le début parce que, enfin, vous savez aussi bien que moi, c'est que je crois que le cinéma et l'architecture sont vraiment faits pour s'entendre simplement à cause de cette idée de mouvement. C'est-à-dire que le mouvement dans l'architecture et dans le cinéma est deux choses qui sont totalement liées, très importantes. Et moi j'ai toujours été marqué, en fréquentant de plus en plus des architectes, de voir à quel point souvent on avait d'ailleurs le même vocabulaire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent, on parle de séquences en architecture, et je trouve que je vois très bien ce que ça veut dire une séquence en architecture, qui est la même quelque part que dans le cinéma. C'est-à-dire qu'on va retrouver une unité de lieu, une séquence filmée, ce qu'on appelle la séquence, et dans l'architecture, on va aussi parler d'ellipse, on va parler de mise en scène, et il y a plein de choses comme ça qui sont très proches, et je crois que ça aide finalement, ça donne des directions pour filmer l'architecture. Donc quand je suis arrivé au musée que j'avais vu avant de mon côté, évidemment j'étais effondré parce que il n'y a pas plus compliqué que cette architecture-là à filmer, parce que évidemment ce que l'œil voit, la caméra ne voit pas forcément, et vice-versa. C'est-à-dire que la caméra voit des choses que nous on ne voit pas, et nous on voit des choses que notamment avec la focale, c'est-à-dire savoir à quelle focale, à quelle place on se met par rapport à son sujet. Et surtout, une autre chose aussi qui est importante, c'est quelle image on met après une autre image. C'est-à-dire que l'enchaînement des plans est aussi important que le plan lui-même. Et la manière dont l'œil reste fixé sur un... C'est-à-dire qu'on sait toujours que le regard se fixe sur un point donné, qui est assez relatif, qui peut être défini. Par exemple, c'est n'importe quoi qui est là. Et bien, au moment de la coupure de plan, et on passe à un autre plan, il faut avoir conscience que peut-être que l'œil sera attiré en bas à droite. Donc, est-ce que ça nous arrange? Est-ce que ça nous intéresse? Est-ce que ça nous embête?
pour la lecture de ce qu'on veut raconter, et ça, il faut en prendre compte. Le rapport des plans entre eux est aussi important que le plan lui-même. Et en filmant, j'avais un opérateur qui n'avait jamais filmé l'architecture. Enfin, justement, il m'avait dit, moi j'ai filmé des choses, mais à la fin, il m'avait dit ça, c'est pas du tout comme tu voulais faire, c'est-à-dire qu'on était au grand temps, et qu'on essayait en permanence de montrer des espaces, c'est-à-dire qu'il servait de la caméra comme un balai, en fait. Il faut tout montrer. Bon, mais je l'avais dit dès le début que on allait faire absolument le contraire. Sauf que ce qui était assez naturel pour moi, et pour lui, n'était pas du tout. C'est pour ça que je l'avais reçu. Il m'avait dit, mais il ne comprenait pas pourquoi je lui faisais filmer 50 manières différentes, un même point de vue, c'est-à-dire que, je sais pas, un angle en haut à droite. Je lui disais, ben, voilà, ça m'intéresse avec la fenêtre, mais tu m'en fais 5 plans différents, c'est-à-dire que j'en veux un serré, un peu plus large, un où on voit vraiment la fenêtre, un où la fenêtre est décalée. C'est-à-dire que là, j'étais en train de faire, quand on tourne, même si je savais ce que je faisais, comme les films se font énormément en montage, il fallait que je puisse avoir tous les mots, finalement, pour faire des phrases qui pouvaient me faire dire ce que je voulais dire. C'est-à-dire que si j'avais un plan avec la fenêtre trop présente, mais on voyait quand même le mur, et que je voulais parler du mur, si la fenêtre à ce moment-là est trop présente, et bien tout d'un coup on ne voit que la fenêtre et je ne peux plus parler du mur. Mais si je veux parler du mur à ce moment-là et moins de la fenêtre, et bien il me fallait un autre plan, mais ça se joue à pas grand-chose à chaque fois. Il faut faire énormément de plans, simplement, comme chaque plan est un mot. Donc on se dit, mais ce mot-là, il faut que ce soit un peu différent de ce mot-là. Donc ça ressemble, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc c'est un exercice qui est très très compliqué, et je savais que je crois que c'est le film le plus compliqué que j'ai fait, quand on le voit, c'est le film le plus simple. C'est évidemment pour ça que c'est compliqué. C'est-à-dire de se dire, avec un bâtiment dont on ne comprend rien, parce que quand même ce bâtiment est difficilement lisible comme ça, il va falloir mettre de l'ordre dans tout ça pour qu'on arrive à le regarder et à comprendre quelque chose. Et notamment sur les hauteurs, parce que moi ce qui m'avait le plus marqué dedans, c'est que je m'étais aperçu que ce bâtiment était très haut, et si vous êtes allé, on s'aperçoit qu'à l'intérieur c'est assez petit, mais en tout cas l'espace n'est pas du tout à l'intérieur ce qu'on reçoit à l'extérieur. Et au bout d'un moment j'ai compris que, en fait, et je le montre dans le film, si on coupait le bâtiment par la moitié, eh bien, on décrocherait aucune toile au mur. C'est-à-dire que la moitié du bâtiment, de haut, ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On pose sur rien. Et ça, j'ai mis du temps en fait à le comprendre. Mais alors, pour le filmer, c'était une autre histoire. Et pour en parler, ça a été aussi compliqué. Ce qu'il y a, c'est que dans cette série, on peut avoir, on fait des maquettes, on refait des maquettes, il y a 4 maquettes à chaque fois, ou 5. Et dans ces maquettes-là, on peut les démonter, on ouvre et on manipule ce qu'on veut. L'autre difficulté à laquelle c'était la première fois où j'étais confronté à la maquette, et qui était intéressant pour moi parce que tout d'un coup, je rencontrais quelqu'un qui réalise des maquettes et il me dit qu'est-ce que tu veux exprimer dans cette maquette-là? Et ça, il faut le dire 2 mois avant le montage. Et là, je me suis dit, alors que moi, je voyais la maquette comme un moment où je me disais ça, je ne pourrais pas le montrer au montage, je n'ai pas les plans, donc je vais avoir recours à la maquette. En fait, c'est le contraire que je le fasse, c'est-à-dire que je prévois qu'est-ce que je veux raconter dans cette maquette. Donc là, c'est à la fois intéressant parce qu'on est obligé de mettre des mots et de créer finalement un espace et une mise en scène pour encore raconter cette histoire. De la même manière qu'on tourne, quand on dit moi je veux qu'on démonte, on ouvre comme ça, et ben c'est pour raconter une seule chose, plus il comprend ça. L'autre difficulté qu'il y avait, c'était à recréer des maquettes sur le musée qui est toujours aussi compliqué à faire. Voilà, ça c'est... Alors, je sais pas, peut-être je vais passer... Alors ça marche mieux là.
Parce que après, en fait, on va passer rapidement pour ce film, parce que c'est pas... C'est un film de 26 minutes, le montage a duré 2 mois, ce qui est très long pour des films de 26 minutes. Et la monteuse me disait, mais pourquoi on a 2 mois, normalement on va le faire en, je sais pas, 3 semaines. Je lui dis, t'inquiète pas, tu vas voir que... Et évidemment, on a monté le film pendant 2 semaines, et arrivé au bout de 2 semaines, on a recommencé entièrement le montage, parce que simplement je me suis rendu compte que je ne rentrais pas dans le bâtiment de la bonne manière. C'est aussi ça, c'est quand on parle du bâtiment à l'extérieur, et à un moment on se dit, mais il y a un moment pourquoi on rentre, pour quelle raison on rentre, et quand est-ce qu'on va ressortir. Ça paraît tout bête, mais en fait si on rentre pas bien, ben, on n'arrive plus à en ressortir. Enfin, c'est une règle comme ça qui apparaissent. Voilà. Le musée Guggenheim à Bilbao, construit par Frank Gehry, ouvert au public en 1997. L'histoire commence en 1991. Thomas Krenz, le directeur de la Fondation Solomon Guggenheim, cherche un nouveau site en Europe pour implanter un musée. À cette époque, la fondation américaine en possède plusieurs dans le monde. Le plus connu est celui de New York, construit par Frank Lloyd Wright. En Espagne, le président de l'autonomie basque indique Thomas Krenz à lui. Évidemment, dans la série, on est obligé de faire une petite partie historique au début, à chaque fois que jamais trop long. Et moi, quand je sais ça, on se dit, ok, comment on fait? C'est toute une partie un peu laborieuse, avec des images, souvent d'archives, des choses comme ça, qui viennent d'images qu'on n'a pas faites. Et c'est vrai que moi je m'en sers assez souvent quand je peux faire ça, je m'en suis servi encore il n'y a pas longtemps, c'est que j'aime beaucoup la représentation de l'image dans l'image, c'est-à-dire de montrer l'image, de montrer que c'est une image. Donc c'est pour ça que là j'avais mis en scène ça avec des diapositives, pour qu'on voit que c'est des images projetées comme on se passerait ça comme dans des vacances. Dans un autre film, le dernier film que j'ai fait, à la fin on parle de l'architecture radicale des années 50 et des années 70. J'essaie de raconter que tous ces projets qui étaient un peu fous dans ces années-là, finalement, ont donné vie à des bâtiments qui existent vraiment. Donc je me retrouvais avec cette situation aussi à dire qu'il va falloir montrer des bâtiments qui existent, alors que je ne vais pas tous les filmer, parce qu'il y en a au Japon, il y en a un peu partout. Du coup, comment je vais faire pour parler de ces bâtiments-là en disant, bon, ben, donc moi j'ai pris des images que j'ai fait tirer sur des photos et en fait j'ai filmé des mains, enfin je pourrais le montrer tout à l'heure, des mains qui montrent et qui nomment tous les projets qui ont été réalisés à ce moment-là. Du coup ça fait passer d'une autre manière des choses très informatives. De manière plus... Voilà un lieu inattendu pour un grand musée. Alors pour la série, c'est-à-dire que moi, évidemment, je la connaissais avant de tourner avec ça, c'est le comédien qui fait la voix, pour moi, c'est une voix que j'adore depuis longtemps, qui porte énormément, c'est toujours le même. Et juste avant la fin de la série, Copance me dit, ouais, tu sais, je crois qu'on va le changer, Marc, ouais, parce que je lui dis, mais ne fais surtout pas ça, j'ai accepté presque le film, rien que pour pouvoir qu'ils disent les mots, ça, en écrivant. Je savais comme il allait le dire, exactement comme ça, donc je jouais sur le truc. Même dans la caricature en fait, de lui qui le dit, évidemment il me disait exactement comme je voulais. En passant sur le pont, au cours d'un jogging dans la ville, que Thomas Krenz a une révélation. Le musée doit être là, sur cette friche industrielle, en pleine ville, au bord du fleuve. Alors ça c'est une entorse, parce que je trouvais ça assez beau de voir cette image d'archives où on voit les bâtiments qui n'existent pas
Ce site est au centre d'un triangle géoculturel. On trouve le musée Bellas Artes, l'université et l'opéra. Les trois principaux lieux de culture de la ville sont là. Alors, ça c'est notre histoire. Normalement, quand l'architecte est vivant, on va le voir et il fait des petites interventions. Donc, Gehry est vivant, donc je vais le voir à Los Angeles. Et moi, je suis assez mauvais en anglais et au dernier moment, je dis il me faut un interprète que je trouve là-bas. Sauf que je m'aperçois que le type que je vois, il ne savait pas que c'était Franck Gehry, il n'a jamais vu un bâtiment. Il me dit cette nuit, je regardais sur internet ce que ça veut dire. Je lui dis, ok, on est très mal barré. Le problème, c'est que le lendemain, je vois Gehry qui était, et je lui avais dit, lui c'est un américain, je lui dis, mais ce qui est bien avec plus d'américains, et encore plus avec les architectes, c'est que lui, ça fait 20 ans qu'il en parle. On lui pose une question, c'est comme si on appuie sur un bouton, il va parler pendant 2 heures, je savais exactement tout ce qu'il fallait qu'il me dise, enfin je connaissais mot par mot ce qu'il fallait. Et je lui dis, ça va rouler comme, je ne sais pas, qui dit, arrivait bien à traduire ce que je faisais. Sauf que Gehry était mal luné, il arrivait sale, parasé, en buvant du Slimfast, il faisait des moustaches que je ne faisais même pas effacer. Et il ne m'a jamais répondu, c'est-à-dire que ça a dû, c'était un cauchemar d'interview. C'est que je lui demandais, par exemple, la première question que je lui posais, c'était qu'est-ce que vous avez compris quand vous avez vu le site? Et moi je savais qu'il fallait qu'il me dise, j'avais compris qu'entre les montagnes et le fleuve, enfin entre la ville et les montagnes et le fleuve, il y avait une relation du bâtiment avec je devais réagir aux éléments qui m'entouraient. Et puis lui, il me fait nice country. Donc je me suis dit, c'est pareil. Et du coup, c'était un enfer pendant tout le temps. Quand je lui parlais de son approche de l'architecture et de la sculpture, enfin qu'est-ce qu'on pouvait en dire, il me dit qu'il est là, qu'il fait l'architecture, c'est pour abriter de la pluie, et que lui, il construit des chiottes, et que c'est le boulot des architectes aussi. Donc je me suis dit, je ne veux plus en parler, voilà. Donc je suis rentré en France un peu penaud en me disant qu'est-ce qu'on fait avec ça? Surtout qu'à l'image, c'était vraiment pas possible. Donc l'humiliation pour nous, c'est qu'on a dû, je n'ai même pas pu arrêter les images, parce qu'à un moment je les faisais un peu au ralenti et je faisais dire une voix off dessus. C'était tellement horrible qu'on ne pouvait pas, on a dû acheter des images, une bonne image, mais par contre ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai pu lui faire dire exactement ce que je voulais qu'il me dise sans lui demander. C'est moi qui l'écrivais en fait son texte. L'objectif était de faire un édifice avec une forte identité. Il fallait que le musée permette aux habitants de se réapproprier la ville. Il devait tourner la page de la période industrielle et ne plus fuir Bilbao comme les générations précédentes. Il fallait leur redonner un sentiment de fierté. Le musée devait être un monument. Donc voilà, là c'est là où on commence à découvrir l'endroit, le bâtiment dans la ville, comme inscription dans la ville, avec justement une recherche de la banalité la plus forte, de resituer ça dans le contexte urbain, banal. L'architecte américain est déjà connu pour ses formes étranges et déconstruites, mais avec le musée de Bilbao, il va construire un bâtiment à l'échelle de ses ambitions. Une sculpture monumentale à l'apparence chaotique et abstraite. Ça c'est un autre truc, c'est-à-dire que dans la série, moi je ne l'avais jamais encore utilisé, je l'ai réutilisé plus tard, c'est qu'on peut prendre des grues. Là, c'est une grue de 32 mètres de haut. C'est-à-dire qu'elle est posée sur le sol qui est là, pour montrer le bâtiment, pour tout d'un coup, on a envie parfois de sortir justement du regard à 1,80 m et de partir en hauteur. Alors, ça c'est assez discutable, et aussi chez les architectes aussi, parce que est-ce qu'on construit un bâtiment pour être vu d'avion ou non? Alors, il y a eu justement Bofill, quand on tournait avec Bofill, il disait surtout ne filmez jamais d'un point de vue que l'homme ne peut pas voir. Mais Jean Nouvel dit exactement le contraire, parce qu'il dit moi mes bâtiments ils sont
construit pour être vu par avion, puisque tout le monde prend l'avion. Donc, voilà, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose de se dire jusqu'à quel point on quitte le sol pour montrer des points de vue que personne n'aura. En fait, là, moi, ce que je voulais montrer, et c'était le seul point de vue pour montrer ça, c'est-à-dire que la différence entre à droite de l'image et à gauche, c'est-à-dire que le bâtiment continue là, côté ville, évidemment, et là, côté fleuve. Le bâtiment est plus lisible qu'il n'y paraît. Côté sud, on dialogue avec la ville. La pierre, les angles droits, les fenêtres alignées. Côté nord, on joue avec l'eau, les ondulations, les formes fluides. En isolant des volumes, des silhouettes figuratives apparaissent. On découvre un paquebot, une fleur de métal aux pétales argentés, ou encore un poisson auquel on aurait coupé la tête et la queue. Ça c'est mon interprétation, mais je trouve que... voilà, donc c'est guéri. Le poisson et son mouvement ont toujours fait partie de mon vocabulaire architectural. J'avais quand même retrouvé... Je crois que cela vient d'un souvenir d'enfance. Tous les jeudis, j'accompagnais ma grand-mère au marché juif. Nous achetions une carpe vivante et une... Voilà, en retrait. Les murs sont droits et les sols en parquet. Est-ce qu'il y a d'autres endroits Ah oui, alors... Voilà, ça c'était la partie dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, il y a... Démonstration. Une fois dehors, difficile de retrouver l'emplacement de chaque galerie. Franck Gehry brouille les pistes. Démonstration. La coursive la plus haute est à 26 mètres du sol. Le point culminant du musée à 53 mètres. Entre les deux, rien. 27 mètres d'espace vide, inaccessible pour le visiteur, soit la moitié de l'atrium. On pourrait ainsi enlever toute la partie supérieure du musée sans toucher à une seule toile accrochée au mur. Le rapport entre l'intérieur et l'extérieur est bouleversé par cette perte de référence. Alors voilà, ça c'est exactement ce genre de choses qu'on doit, on cherche finalement quand on filme un bâtiment, c'est-à-dire d'essayer de se poser des questions et de comprendre, puisque en fait le but de ces films-là, c'est vraiment de démonter, comme on voit la maquette, c'est-à-dire qu'on prend le bâtiment, on le démonte dans tous les sens et on essaie de raconter une histoire. Mais il faut que cette histoire ne soit pas non plus, c'est pas une histoire objective, c'est une histoire subjective, c'est-à-dire que même si ça n'en a pas l'air, il faut qu'il y ait un regard en disant, d'ailleurs c'est ce que m'a dit le producteur, qu'est-ce que tu penses de ce bâtiment, qu'est-ce qu'il est pour toi. Et c'est difficile parce qu'il faut à la fois être totalement en retrait, parce qu'on n'est pas le sujet du film, c'est le bâtiment, c'est une monographie d'un bâtiment, c'est une série, mais il faut avoir un point de vue dessus, parce que si on n'a pas de point de vue, on est dans du reportage, enfin ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, ça c'est cette série qui est, enfin moi que je trouve très intéressante. Il y a des gens qui sont évidemment énervés, c'est un peu énervé au bout d'un moment parce que c'est fait selon ce même système, qu'on dit qu'elle est austère, mais moi je crois qu'elle est juste aussi et qu'elle n'essaye pas, justement, elle est peut-être austère, mais pas vulgaire. Et je trouve que l'architecture est souvent, justement, on doit toujours trouver des excuses à montrer l'architecture. Et justement, et maintenant, on en parlait tout à l'heure, maintenant c'est la décoration. C'est-à-dire que si on ne propose pas un film où si on ne parle pas de décoration, ben, du coup, ça n'intéresse pas les gens. Moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est de montrer l'architecture comme elle l'est, et puis aussi comme elle se vit.